Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, le chemin évolutif neuf assez spontanément. Alors quand on parle du chemin évolutif, on ne parle pas de développement personnel, on ne parle pas de quelque chose en plus, mais peut-être de quelque chose en moins. Qu'est-ce qu'il arriverait au neuf si il avait appauvri son attention première, sa compulsion énéagramme, sa tendance passionnelle, sa fixation mentale, sa fierté énéagramme? Donc on pourrait se demander, on va pas parler théorie dans cette vidéo, mais on pourrait se demander finalement si le chemin évolutif est quelque chose en plus, et c'est le propre du mental qui veut toujours autre chose, qui ne se satisfait jamais du moment présent. Donc on pourrait se demander si le chemin évolutif est quelque chose en plus, ou si ça procède avant tout de quelque chose en moins, pour le dire ainsi. Alors je ne représente pas l'énéagramme, on n'est pas un numéro, voilà. C'est la manière, tout simplement. L'énéagramme est un outil, on pourrait dire, qui nous permet de découvrir la manière dont le mental filtre l'expérience. Et ça peut être assez choquant, puisque, bien sûr, si on reste sur des couches légères, bon, c'est assez séduisant, mais enfin, c'est rien de très profond. Mais par contre, si réellement vous vous intéressez à l'énéagramme, comme je le disais il y a une minute en arrière, vous allez mettre en œuvre des attitudes, la manière dont le mental fonctionne, notamment sous stress, c'est un des aspects les plus fascinants. C'est-à-dire autant on va être totalement imprévisible, et tant mieux, quand on est sur son chemin évolutif, quand tout va bien, puisqu'on va agir spontanément, sans peur, sans croyances limitantes. Autant, effectivement, quand on est sous stress, on est particulièrement lisible. On sait par avance, malheureusement, ce qui va arriver. Donc c'est aussi pourquoi l'énéagramme peut-être gagnerait se démocratiser ou être connu davantage. C'est déjà un outil, on va dire, démocratique, dans le sens où il nous amène tout simplement à nous rendre compte par nous-mêmes, à ne dépendre de personne. Donc c'est un chemin d'investigation, d'autonomie qui est offert. Donc c'est quelque chose il semblerait positif. De pouvoir être autonome sans blesser l'autre, ça serait quelque chose qui semble pas mal. Donc, effectivement, comme je le disais, on est malheureusement très prévisible sous stress, et c'est peut-être l'apport premier de l'énéagramme, c'est-à-dire que découvrir son profil énéagramme, c'est notamment découvrir qu'est-ce qui va se jouer, quel type de comportement, malheureusement, on va développer, comme s'il y avait des lois universelles derrière l'énéagramme. Quel que soit le milieu socio-culturel, quel que soit ce que l'on a vécu ou pas vécu, l'endroit où on est né sur Terre, quand on est neuf et qu'on va mal, on va prendre donc les défauts de la structure 6. Quand on est 4, quel que soit l'endroit où on est né sur Terre, eh bien quand on se désintègre, quand on est en involution, on va prendre les défauts du 2. Si on prend un dernier exemple, eh bien le 8. Le 8, quand il va mal, il va prendre les défauts de la structure 5. Et c'est peut-être la porte d'entrée la plus conséquente, la plus importante, c'est la désintégration, parce qu'elle nous concerne tous, parce que nous l'avons tous vécu. Peut-être qu'il faut mettre la main sur la plaque de gaz pour se rendre compte que c'est chaud et qu'on ne veut plus la mettre après. Donc peut-être que c'est l'intérêt premier de la désintégration, qu'on se rende compte en conscience, peut-être, qu'on a, je vais le dire comme ça, assez joué avec la désintégration. Et l'énéagramme va mettre des mots très précis, très clairs, justement, sur cette désintégration. Donc encore une fois, comme je le disais à l'instant, soit vous utilisez l'énéagramme de manière très légère, 10 questions sur Instagram et c'est réglé, soit vous allez dans quelque chose de plus conséquent. Voilà, c'est-à-dire un travail d'observation en conscience. C'est-à-dire prendre le temps, même si c'est pas confortable pour l'ego, de se dire mais en fait peut-être que oui, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça me ressemble, peut-être que je fonctionne comme ça. À ce titre-là, la pire chose, toute petite parenthèse et on commence, la pire chose que vous pouvez faire, surtout si vous avez des bonnes connaissances bien stables concernant l'énéagramme, c'est de proposer à l'autre, de dire à l'autre quel est son profil. Parce que vous le privez, j'allais dire, de toute la fête, c'est-à-dire de toute cette observation de soi. Et le simple fait de s'observer, d'essayer de découvrir son profil, ça va être rapide pour certains, ça va être beaucoup plus long pour d'autres, mais c'est déjà un travail très conséquent. C'est déjà reconnaître, peut-être, que si je ne vais pas très bien par moment, c'est pas forcément à cause de l'environnement, surtout que l'environnement n'est qu'une projection mentale, mais c'est plutôt, on va dire, à cause de mes fonctionnements. Donc c'est
l'énéagramme une invitation à se responsabiliser. Voilà. Et donc l'énéagramme parle avant tout de la souffrance ordinaire. Et on pourrait parler des chocs traumatiques, les mettre à part. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu qui vous a dépassé et qui peut littéralement bloquer votre, pour le dire ainsi, le chemin évolutif énéagramme, c'est-à-dire le fait d'être tout simplement présent maintenant, de vivre plus spontanément, eh bien en fait c'est ces chocs traumatiques que l'on peut tous vivre à un moment donné, et il faut pas forcément se comparer aux autres. C'est-à-dire ce qui pourrait être un choc traumatique évident, un accident de voiture grave, eh bien pour d'autres, un choc traumatique peut être simplement une discussion qui a mal tourné et qui est aussi un choc. Donc on ne va pas sous-estimer le choc traumatique, cette charge émotionnelle que l'on vit, qui appartient, il semblerait, au passé, et qui peut littéralement créer des croyances limitantes et nous bloquer. Donc ne confondons pas effectivement on pourrait dire le travail sur soi, qui correspond aussi à ce qu'on a vécu dans le passé, et là vous pouvez eh bien, effectivement trouver un thérapeute ou plusieurs thérapeutes qui va vous accompagner. J'ai pas envie de vous dire que vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, etc. Pourquoi? Parce que vous pouvez le faire, mais en fait je partage librement sur l'énéagramme parce que ça devrait presque être un droit de naissance. Connaître la manière dont le mental est structuré, mais c'est tellement important. Ça pourrait tellement nous aider. Et ça pourrait tellement s'articuler avec un travail thérapeutique, peu importe le thérapeute que vous alliez voir. Si vous connaissiez déjà des fonctionnements profonds, inconscients ou subconscients, mais quelle avance. Donc ne confondons pas, voilà, le travail, effectivement, on pourrait dire le travail sur soi qui correspond à ce que l'on a vécu et qui est important. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que la compréhension mentale de ce que l'on a vécu n'est pas suffisante. Voilà. Et que c'est vraiment l'exploration émotionnelle qui va nous libérer. Et quand on parle d'exploration émotionnelle, on parle bien de ce qui se passe sous les épaules. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressent sous les épaules? Voilà pourquoi certains considèrent l'énéagramme comme quelque chose qui est si décevant, parce que, effectivement, l'énéagramme n'est pas la réponse. L'énéagramme est la mise en lumière des problématiques, de la souffrance ordinaire. Alors revenons sur cette souffrance ordinaire. La souffrance ordinaire, c'est tout simplement comment on va être totalement insatisfait du moment présent. Et donc là, on pourrait dire qu'il y a 9 masques, 9 voiles, 9 manières de fuir maintenant, de fuir l'instant présent. Et donc l'énéagramme va mettre en avant la manière dont ce masque est structuré. Ça serait les fameuses ficelles, comment elles sont attachées au masque. Voilà, c'est ces 2 ficelles qui littéralement nous voilent la vérité. La vérité n'existe pas, on va dire, à niveau mental, encore une fois, sinon tout le monde aurait vu la même chose. Et c'est pas le cas. Voilà, un même événement, si vous avez par exemple des frères et sœurs, si certains vont vivre de la peur, d'autres vivent plutôt de la colère, de l'injustice, là où d'autres ont senti de la trahison. Donc c'est une vraie remise en question qui est proposée avec l'énéagramme. Et c'est aussi pourquoi il ne faut pas donner le profil énéagramme à l'autre, parce que ça pourrait nous mettre sur un chemin d'intériorisation, hein, entre guillemets, même si c'est des mots qui veulent rien dire, mais presque sur un chemin spirituel. Parce que effectivement, si je commence à me dire que je ne sais pas qui je suis, ou que je suis peut-être quelque chose d'autre que mon profil énéagramme, alors forcément, c'est pas confortable pour tout le monde. Donc, pire chose qu'on peut faire, c'est penser que l'énéagramme, c'est la solution. Non, c'est pas la solution, c'est pas la réponse, c'est la mise en lumière des problématiques. Reste après à savoir si on va vouloir travailler ces problématiques ou pas. Et donc, si on a travaillé ces problématiques, à hauteur de ce que l'on va aller travailler, à hauteur de ce que l'on va être plus dans l'acceptation de l'instant présent, eh bien, on va vivre donc le chemin évolutif. Donc le 9. Le 9 qu'on appelle parfois le médiateur. Il a cette particularité, le médiateur, de souvent faire passer le point de vue des autres avant le sien. Il a tendance à s'effacer, d'effacer son individualité pour préserver la paix. Alors c'est une paix de surface. Et il a cette croyance, plus ou moins consciente, qu'il ne peut pas être en paix, il ne peut pas être bien si les autres ne sont pas bien. Et ainsi, il va vouloir que tout le monde avance un peu au même rythme.
Mais faire avancer tout le monde au même rythme, c'est se freiner énormément, c'est se remplir aussi de routine, c'est préserver quelque chose qui n'est pas, qui ne peut pas durer. La paix ne peut pas durer, ne serait-ce que parce que c'est connu, tout change à chaque instant. Voilà. Les saisons évoluent, changent, les feuilles tombent à l'automne, le printemps fait malheureusement disparaître le gel. Je sais pas, vous pouvez pas demander par exemple à une femme 4 jours avant ses règles de se sentir de la même manière que 4 jours après ses règles. Donc c'est une évidence. On va pas se sentir de la même manière à 25 ans qu'à 50. Donc il faut à un moment donné reconnaître que cette paix, eh bien, on peut pas la préserver. Il y a une paix, c'est la paix d'être maintenant, d'accepter ce qui est, d'accepter ses envies, parce que le neuf a des envies. Et à un moment donné, soit je me remplis encore une fois de routine, soit j'accepte mes envies. Et à un moment donné, soit parce que les enfants ont grandi, soit parce qu'ils ont quitté la maison, soit parce que la personne peut-être a divorcé, peut-être que tout simplement c'est le moment pour elle, en conscience, elle se dit, peut-être que j'ai pas pris ma juste place. Voilà, et là on pourrait revenir sur l'enfance, la manière dont le neuf a vécu son enfance. Peut-être que j'ai pas pris ma juste place. Peut-être qu'on m'a pas demandé enfant comment je me sentais. Peut-être qu'il y avait pas assez de place pour moi. Peut-être que mon frère ou ma sœur posait déjà assez de problèmes et que je me suis donc mis en retrait. À un moment donné, en tout cas, le neuf ressent profondément, peut-être qu'il en a marre, que c'est peut-être injuste de toujours faire passer les autres avant lui. Sa peur fondamentale au neuf, c'est la peur de s'éloigner des êtres qu'il aime. Et donc, s'éloigner des êtres qu'il aime, pardon, c'est perdre sa paix. Et à un moment donné, dépassant cette peur, en traversant aussi tout un tas de choses qu'il a vécu autrefois, hein, des conflits. Le neuf a vécu du conflit. Il y a eu du conflit à la maison ou dans son entourage. Donc, dépassant un petit peu cette idée qu'il va créer du conflit, s'il prend sa juste place, eh bien, il va faire quelque chose pour lui. Quelque chose pour lui où eh bien, les personnes qui l'entourent ne sont pas invitées à le rejoindre. Comme par exemple travailler, prendre, je ne sais pas, une position, une profession. Donc bien sûr, pendant qu'Erika, on va prendre l'exemple d'Erika, décide de développer son activité, elle n'est pas avec son enfant. Et donc elle a peut-être peur que justement son travail lui prenne trop de place et qu'elle privilégie trop les autres par rapport à son enfant, par exemple. Parce que c'est vrai que le neuf a une énergie de médiateur, c'est-à-dire où tout le monde a une juste place. Et donc il a peur, justement, en se démarquant, que les autres en pâtissent. Bien sûr, c'est une peur illusoire, ça n'arrivera jamais. Et donc, le neuf va prendre les qualités du point 3. Alors, c'est marrant parce qu'il n'aime pas la compétition. Et le 3, c'est le battant, c'est celui qui veut, eh bien, justement, réussir, être en pole position. Et donc là, il va pas justement vouloir être en pole position. Par contre, il va déployer une énergie pour justement prendre une place qui le concerne. Et donc, lorsqu'il va faire ça, eh bien, il va développer les qualités de ses ailes. C'est-à-dire qu'un profil énéagramme est indissociable de sa désintégration, on l'a vu tout à l'heure, de son évolution, mais aussi de ses ailes. Et on agit souvent depuis les ailes. On porte même les peurs fondamentales de nos ailes, même si elles sont moins fortes. Mais c'est important de reconnaître la peur fondamentale première, la plus importante. Et là, effectivement pour le neuf, c'est bien sûr la peur d'être éloigné, s'il prend sa juste place. Voilà, Erika prend sa juste place et donc elle développe son activité. Et là, elle va vivre des énergies des ailes du point 3. Donc le 3, c'est celui qui veut réussir, qui veut être premier. Ça va pas être du tout le but du 9 qui évolue en 3. Il va juste développer une énergie, jour après jour. C'est-à-dire que jour après jour, il va mettre de l'énergie dans une activité qui lui permet justement de prendre une place, de se démarquer et peut-être même de réussir, même s'il n'y aura pas ce souci d'être premier. C'est-à-dire il n'aura pas l'impression que réussir à travers son travail, par exemple, quelque chose d'important. Voilà, c'est ça qu'il faut reconnaître pour le 9. C'est ça le nœud du problème, c'est que vous avez des 9 qui sont très actifs au travail. C'est pour ça que ce mot de paresse
qu'on associe souvent au 9 ne colle pas. Non, ce n'est pas un être qui est paresseux, c'est de la paresse d'être. Voilà, je vous invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai fait si ça vous intéresse. C'est-à-dire qu'il y a une paresse, il freine à l'idée de prendre sa juste place. Si par exemple il travaille pour une entreprise, c'est pas la sienne, il va déployer énormément d'énergie. Ça va être quelqu'un de très stable, il a une aile en 8. Il va poser du cadre, c'est une aile en 1. Non, ce qui est dur pour lui, c'est de s'occuper, encore une fois, de quelque chose qu'il voulait vraiment faire. Prendre vraiment une place qui le démarque. Ou à quelque part, il devient central dans son activité. Donc là, à ce moment-là, il va prendre effectivement les qualités des ailes. C'est-à-dire que quand il va travailler ou développer quelque chose d'important pour lui, eh bien, il va à la fois aider les autres, ça correspond à son aile en 2, et il va devenir créatif, c'est son aile en 4. C'est-à-dire qu'il va avoir envie de créer quelque chose d'un petit peu original, un petit peu de particulier, et d'aider les autres. Et il va réussir à structurer tout ça, puisque le 9 porte en lui, eh bien, à travers le point 6, même si c'est sa désintégration, eh bien, cette capacité à aller vers quelque chose de rationnel, de construire, de bâtir, d'avoir une vision. Le 6 avait une vision négative des événements, il imaginait souvent le pire. Là, le 3, le 9, quand il va sur ce chemin évolutif, et bien à un moment donné, sa peur deviendra sa force. C'est-à-dire que à partir du moment où il fait les choses pour lui, eh bien, il va aussi développer à un moment donné une vision à long terme. Il va ainsi s'associer à un groupe, des gens vont le rejoindre à travers, par exemple, son activité. Ça sera plus par peur, ça sera plus par une loyauté par peur, comme va le vivre le point 6, ça sera libre. Libre pour partager, pour avancer tous ensemble. Et lui, qui avait justement ce désir en tant que 9, en tant que médiateur, que tout le monde s'entende, qu'il y ait de l'harmonie, de la paix, eh bien, il va construire quelque chose dans le monde, un projet commun, quelque chose à plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'il va s'entourer forcément d'associés. C'est juste que son activité va lui permettre de proposer aux autres quelque chose où il va bâtir, il va devenir stable, rationnel. Il va développer à ce moment-là aussi les qualités de ses ailes. À travers le point 5, eh bien, cette aide qu'il propose aux autres, le point 5, c'est le penseur, ça va l'ouvrir à d'autres points de vue, d'acquérir d'autres connaissances, voilà, d'avoir confronté, proposé ses connaissances aux autres et la manière dont les autres peut-être ont interagi avec son métier, son travail, ça va lui donner l'envie de se repositionner intellectuellement parlant, de manière rationnelle, et peut-être de créer un autre cadre plus synthétique. Et puis à travers son élan 7, il va commencer à profiter. Il va commencer à profiter du fait qu'il prend sa place, il la propose aux autres, il rentre en interaction avec des êtres qui ne sont pas forcément toujours d'accord avec lui, et pour autant, ça ne crée pas de conflit. Et qu'est-ce que ça l'amène à faire? Ça l'amène à vivre de l'harmonie. Et il revient sur ce point 9, où il va commencer à déployer avec une forme de force, de confiance, quelque chose de très stable. Et avec son aile en 1 aussi. C'est-à-dire, à l'origine, le 9 est un être qui est assez, on va dire, qui agit souvent à la dernière minute, qui est impatient quand il a décidé justement de passer à l'action. Là, quand il va retomber sur le point 9, pour le dire ainsi, non seulement il va vivre de la paix, une paix qui est stable, et en même temps un cadre qui correspond au point 1. Il va travailler avec minutie, et ça va l'amener à continuer d'avancer, comme si il commençait à être en roue libre, à fonctionner de manière plus légère. Le 9, parce qu'il a beaucoup d'obligations, parce qu'il se crée beaucoup de routines, est un être qui se veut lourd. Et d'ailleurs, il n'est pas forcément lourd à travers son corps. C'est son activité, c'est sa manière de fonctionner qui est lourde. Voilà, il est au cœur du centre instinctif, donc il y a un côté terre à terre, ce besoin de faire perdurer les choses dans le temps. Et donc, il est lourd. Il est lourd parce qu'encore une fois, j'avais pris l'image de la caravane. Il faut que tout le monde avance en même temps. Là, il va se rendre compte que sans laisser personne sur le bord de la route, eh bien, il peut prendre sa juste place. Dans l'exemple d'Erika, qui avait développé par exemple son activité, quand elle rentre le soir à la maison, elle retrouve son enfant. Elle est d'autant plus heureuse d'avoir pu laisser un petit peu son enfant et de ne pas avoir tout contrôlé son activité ou d'avoir été complètement avec lui.
Et ça va aider son enfant à prendre confiance. Cette fameuse confiance qu'il n'avait pas forcément ressentie chez ses parents, en tout cas, cette confiance qu'il a tendance à perdre assez rapidement parce qu'encore une fois, le 9 involue en 6. Quand un être est sur son chemin évolutif, encore une fois, on ne parle pas de développement personnel, on ne parle pas de quelque chose qui va être que l'on va acquérir dans le monde, on va parler de ce qui arrive spontanément quand on est plus présent. Donc c'est d'abord un chemin, allez pas employer des mots comme ça, d'intériorisation, c'est-à-dire en conscience, en présence, plus connecté à ses vrais besoins, non pas forcément les besoins que les autres projettent sur elle, puisque malheureusement, parfois le 9 a souffert de cette projection qu'avaient les parents sur lui ou sur elle. Non, c'est vraiment quelque chose qui correspond à des envies profondes. Et se rendre compte que effectivement, agir depuis des envies profondes ne crée pas de conflit. Et ça va être à un moment donné, la peur fondamentale par définition, on va finir là-dessus, elle est un peu particulière parce qu'on ne la rencontrera jamais. Si vous avez peur, je ne sais pas, d'avoir un accident, c'était l'exemple que je prenais dans cette vidéo, eh bien malheureusement, c'est quelque chose qui peut être concret. Voilà. C'est-à-dire que, malheureusement, avoir un accident est quelque chose qui peut arriver. Évidemment, ça ne vous arrivera jamais, ça m'arrivera pas non plus, mais malheureusement, on peut concevoir qu'avoir un accident est quelque chose qui est possible. La peur d'être éloigné, si on prend sa juste place, est une illusion. C'est-à-dire, si réellement quelqu'un vous abandonne, vous laisse parce que vous avez pris du temps pour vous, c'est que cette personne n'était déjà pas en relation avec vous. Donc c'est ça aussi, on pourrait dire, c'est que la peur fondamentale est un peu une illusion qui structure, encore une fois, la compulsion, la tendance passionnelle, la fixation mentale, enfin c'est un univers. Mais c'est bien de connaître le chemin évolutif, hein, même si on aurait pu le présenter autrement, parce que vous avez bien vu, c'est présenté spontanément. Mais ce chemin évolutif n'est pas réellement possible si on n'est pas en mesure de revenir un peu ici, dans le présent. Voilà, vraiment. Et ça, c'est un travail que l'on peut faire et que vous pouvez faire si vous désirez le faire. Voilà. Et ça passe par déjà rencontrer, eh bien, peut-être nos peurs. Les peurs les plus conséquentes, c'est-à-dire les chocs émotionnels ou les événements les plus compliqués, comme je disais tout à l'heure, ou tout simplement s'observer au quotidien. Pourquoi j'ai tendance à m'endormir régulièrement? Mécanisme premier de défense du 9, eh bien là, on peut présenter ça comme la narcotisation. C'est-à-dire il va avoir, à un moment donné, il va se couper complètement de ce ressenti, de ce malaise qu'il ressent, pour s'adonner à une routine, quelque chose qu'il fait trop souvent, malheureusement, et qui n'est pas du tout constructif. À travers le point 9, le déni, c'est le mécanisme premier. À travers le point, formation réactionnelle. Il a souvent tendance à faire l'inverse de ce qu'on lui demande. Voilà. Donc ça, la mise en lumière de tous ces mécanismes, de toute cette souffrance ordinaire est nécessaire aussi, sinon il n'y a pas de chemin évolutif. Bon, si vous souhaitez, vous pouvez effectivement prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter si ça vous intéresse de travailler dans ce sens-là, mais encore une fois, c'est totalement libre. Voilà, sinon, ça serait des vidéos que je réserverais à des abonnés ou autres. Et pour moi, c'est très important que ce partage Énéagramme soit libre et à la disposition du plus grand nombre, peut-être. À bientôt. Au revoir.